Bonjour, donc je suis Céline Buffel-Duvor, je suis chef de clinique à Paris-Descartes et médecin généraliste à Paris. Je vais vous parler de patients multimorbides. Les maladies chroniques, comme vous le savez, représentent plus de 15% de personnes en France. C'est près d'un adulte sur deux aux États-Unis. Et cette prévalence croissante amène finalement à ce que les patients n'aient plus une, mais deux, voire trois maladies chroniques. Donc la multimorbidité, dans sa définition la plus unanime, c'est la co-occurrence d'au moins deux maladies chroniques chez un même patient. Sa prévalence a été évaluée dans différentes études, en Écosse notamment, dans près de 300 centres médicaux qui regroupaient près d'1 700 000 patients. Ils ont identifié que 23% de ces patients étaient multimorbides, donc avec deux maladies chroniques. Aux États-Unis, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. La difficulté pour prendre en charge ces patients, c'est qu'aujourd'hui, la médecine, elle est organisée maladie par maladie, spécialité par spécialité, et que pour pouvoir prendre en charge un patient multimorbide, on va être obligé d'appliquer plusieurs recommandations, une recommandation par pathologie. Notre objectif était donc de décrire la charge de soins potentielle issue de l'application des recommandations pour des patients multimorbides. Alors la charge de soins potentielle, c'est-à-dire l'ensemble des activités recommandées pour le patient, tout ce que nous allons demander de faire à un patient qui a plusieurs maladies chroniques. Notre travail a consisté en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons sélectionné 6 maladies chroniques fréquentes. Donc nous nous sommes limités à l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, la cardiopathie ischémique, la BPCO, la gonarthrose et la dépression. Ensuite, nous avons défini un profil type de patient. Nous avons choisi un homme âgé de 45 à 64 ans qui avait des maladies de sévérité modérée. Nous avons choisi qu'il était fumeur s'il était atteint de cardiopathie ischémique ou s'il était atteint de BPCO. Et enfin, nous avons considéré qu'il était en surpoids s'il était atteint de gonarthrose. Ensuite, nous avons recherché sur la National Guideline Clearinghouse les recommandations les plus récentes pour les 6 pathologies que nous avons retenues, mais également pour le sevrage tabagique, la prise en charge du surpoids, les vaccinations et les différents dépistages. La librairie dont je vous parle, c'est une base de données que nous n'avons pas la chance d'avoir l'équivalent en France. C'est l'ensemble des recommandations américaines de la HRQ. C'est un peu l'équivalent du NICE, mais aux États-Unis. De l'ensemble des recommandations que nous avons sélectionnées, nous avons extrait toutes les activités de soins qui étaient recommandées, en distinguant les traitements pharmacologiques, les traitements non pharmacologiques et le suivi. Nous avons identifié donc la charge de soins potentielle de chaque activité de soins, c'est-à-dire le nombre de comprimés par jour, le nombre de visites à un soignant par mois, et nous avons estimé le temps nécessaire pour chacune de ces activités. Pour ces estimations de temps, nous avons réalisé une revue de la littérature. Enfin, nous avons accumulé toutes ces charges de soins afin d'estimer la charge de soins nécessaire pour un patient ayant de 1 à 6 pathologies. Pour ça, nous avons réalisé des simulations. Nous avons donc identifié 10 recommandations, une pour chacune des maladies chroniques, une pour chacune des activités de prévention dont je vous parlais. Parmi l'ensemble des activités de soins extraits, 5 étaient des activités modérément recommandées, 51 fortement recommandées. Et nous n'avons pas retrouvé dans les recommandations de recommandations spécifiques pour les patients multimorbides. En revanche, dans chacune des recommandations maladie par maladie, il y avait des recos pour des maladies chroniques associées. En ce qui concerne la revue de la littérature pour les temps estimés, nous avons retrouvé que prendre un traitement médicamenteux, donc prendre un médicament, prenait en moyenne 2 minutes par jour. Suivre un régime pouvait prendre jusqu'à 50 minutes par jour. Réaliser une autosurveillance, c'est-à-dire l'automesure tensionnelle ou encore le suivi par dextro, pouvait prendre 5 minutes par jour. Suivre une activité physique était de l'ordre de 38 minutes par séance d'activité. Et avoir un rendez-vous avec un soignant pouvait prendre 125 minutes par jour. Il y a certaines activités pour lesquelles on n'a pas eu de données, et donc on les a exclues de l'analyse. Et enfin, il y a certaines activités comme la vaccination ou l'infiltration dans la gonarthrose, on les a considérées comme un temps de rendez-vous. En ce qui concerne le nombre de comprimés par jour, j'ai pas de pointeur. Si.
Bon, en ce qui concerne le nombre d'activités par jour, pour les patients qui ont une maladie, ils devaient prendre entre 1 et 5 comprimés par jour et avoir entre 1 et 4 rendez-vous médicaux par mois. On voit que le nombre de comprimés et le nombre de visites augmentent progressivement avec le nombre de pathologies pour atteindre 18 comprimés par jour pour les patients qui ont 6 maladies chroniques et près de 7 rendez-vous médicaux par mois. Sur ce graphique, et alors c'est là que si j'ai pas de pointeur, ça va être compliqué. Ça ne marche pas ça. Sur ce graphique, vous pouvez voir la charge de soins estimée en temps, c'est-à-dire en heures par mois, pour chacune des pathologies et des associations de pathologies. Donc, chaque histogramme représente soit une maladie chronique, soit une association de maladies chroniques. Le gradient de couleur correspond au nombre de pathologies associées par catégorie. Donc, en bleu clair, vous avez les 6 pathologies chroniques. En bleu un peu plus foncé, l'ensemble des associations pour 2 maladies chroniques, puis 3, 4, 5. Et le bleu le plus foncé représente l'association des 6 maladies chroniques. La hauteur de l'histogramme représente la charge de soins en heures par mois. Donc, par exemple, pour la dépression, qui est le premier petit histogramme bleu clair, la charge de soins que nous avons estimée est près de 10 heures par mois pour se soigner. On voit que ça augmente progressivement avec le nombre de pathologies chroniques pour atteindre 80 heures par mois pour un patient ayant 6 maladies chroniques. Donc, un patient ayant 6 maladies chroniques, nous avons estimé qu'il devrait passer 80 heures par mois pour réaliser l'ensemble des activités recommandées. Je vous ai mis un exemple, lorsqu'on regarde, on décompose en fonction du type de traitement. Pour un patient ayant une hypertension, une gonarthrose et un diabète, nous avons estimé qu'il devrait passer près de 57 heures par mois pour se soigner, 12 heures par mois pour le traitement médicamenteux, 38 heures pour les activités non supervisées que sont le régime et l'activité physique, un peu moins d'1 heure pour les traitements supervisés, tels que l'éducation, et près de 5 à 6 heures par mois pour le suivi. Donc, nos travaux ont montré que la charge de soins théorique augmente rapidement avec le nombre de pathologies, je vous l'ai dit, jusqu'à 18 comprimés par jour, près de 7 consultations par mois et près de 80 heures par mois pour un patient ayant 6 pathologies chroniques. Aux États-Unis, je parle des États-Unis parce que j'ai pris des recommandations américaines et que les temps estimés sont aussi issus de papiers américains. Aux États-Unis, pour un patient que nous avons choisi de 45 à 64 ans, la durée moyenne de son temps de travail pour gagner des sous est de 131 heures par mois. Et donc on imagine bien que ces 80 heures de soins qu'on peut lui demander vont être difficiles à intégrer dans son quotidien. Par ailleurs, lorsqu'on regarde le temps réellement dédié aux soins par les patients qui ont des maladies chroniques, ils déclarent passer entre 5 et 16 heures par mois à se soigner. Et donc on voit bien qu'il y a un décalage entre les temps que nous estimons et les temps réellement réalisés. Les limites de notre étude, d'une part, alors nous avons réalisé une mesure partielle du fardeau du traitement. Le fardeau du traitement est l'ensemble des choses, l'ensemble du travail que le patient va effectuer pour se soigner. Et nous n'avons mesuré que l'ensemble de ce que nous allons lui demander, mais nous n'avons pas mesuré l'impact de cette prise en charge dans son quotidien à lui et le retentissement que ça peut avoir sur sa qualité de vie. Nos résultats sont peut-être sous-estimés parce qu'il y a certaines activités que nous n'avons pas pu prendre en compte, et notamment, certainement qu'un patient qui a une gonarthrose, qui a du mal à se déplacer, va mettre un peu plus de temps pour se rendre à un rendez-vous, par exemple. Par ailleurs, nous n'avons pas pris en compte les maladies intercurrentes, ni l'ensemble des étapes diagnostiques au début des pathologies chroniques. Enfin, et ça je vous l'ai dit, nos résultats ne sont certainement pas généralisables à l'ensemble des systèmes de santé parce que nous sommes appuyés sur des recommandations américaines. Nos résultats questionnent sur comment doit-on élaborer les recommandations. Est-ce qu'on doit élaborer des recommandations pour l'ensemble des associations possibles? Là, juste dans mon travail avec 6 maladies chroniques, j'avais plus de 60 associations. On imagine bien que ce n'est pas possible d'élaborer plus de 60 recommandations. C'est irréaliste et irréalisable. En revanche, ce qu'il est important peut-être, c'est d'élaborer des recommandations qui soient centrées sur le patient et non pas centrées maladie par maladie pour pouvoir mieux les adapter à la pratique. Merci. Bon,
Bonjour, Anne-Marie Lerdrelevitch-Tour. Je voudrais juste une explication sur les rendez-vous médicaux. Alors, j'ai bien entendu que c'était aux États-Unis. Donc, 7 rendez-vous mensuels, ça veut dire cardio, pneumo, diabéto, tabaco, parce que c'est évidemment pas comme ça qu'on fonctionne chez nous. Et puis, ma deuxième remarque, c'est sur votre conclusion. Vous parlez de maladies associées, mais vous aviez séparé hypertension, diabète, etc. Nous, on a le patient souffrant d'une pathologie cardiovasculaire. Donc, on a déjà une recommandation de pathologie associée. Donc, je voulais votre avis là-dessus. Alors, concernant votre première question, les rendez-vous médicaux, qu'est-ce qu'on a mis dans rendez-vous médicaux? J'ai fait vraiment de manière bête et méchante et j'ai pris la recommandation et j'ai listé tout ce qu'il y avait à faire. Dans les recommandations américaines, ce qui peut différer par rapport aux recommandations qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'il y avait par exemple dans le diabète, il y avait l'intervention d'une infirmière pour l'éducation, ce qu'on n'a pas nécessairement dans nos recommandations, l'intervention d'un psychologue régulier puisque le patient était dépressif. Pour le tabac, dans leurs recommandations, c'est pareil, un suivi très régulier. Donc, alors, c'était pas forcément spécifié spécialiste versus médecin généraliste, hein, c'était un intervenant quel qu'il soit. Il y avait aussi la kiné. Bon, tout ça explique que... ah oui, et la dernière chose, c'est que tout ce qui a été prise de sang, par exemple, je l'ai considéré comme un rendez-vous également. Et j'ai pas du tout... Alors j'ai fait, encore une fois, j'ai accumulé de manière un peu bête et méchante, mais par exemple, j'ai pas pris en compte le fait que lors d'une visite de suivi sur quelque chose, on pouvait réaliser également le vaccin. J'ai accumulé une visite pour un vaccin, une visite pour un suivi. Ah oui, et concernant la question sur les pathologies associées, alors on a volontairement pris 6 pathologies qui n'étaient pas que du même pattern maladie cardiovasculaire. On a volontairement pris également gonarthrose et dépression et BPCO. Votre question était en pratique, on a essentiellement des recommandations pour les patients cardiovasculaires, etc. Alors, sur les recommandations américaines, et je pense que je l'ai fait sur les recommandations américaines parce que se retrouver dans les recommandations françaises était vraiment trop compliqué et c'était difficile d'avoir quelque chose de systématique. Il n'y avait pas de recommandations pour le patient cardiovasculaire. C'était vraiment maladie par maladie. Et par contre, on a pris en compte, quand dans la recommandation, il y avait lorsque c'est associé à telle maladie, on doit faire ça. Ça, on l'a pris en compte. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien, dernière question. Oui, bonjour, Fabien Rougerie, Strasbourg. Moi, je voudrais revenir sur la pharmacologie. Les 18 comprimés par jour pour 6 pathologies, est-ce que vous êtes intéressé à leur interaction eux-mêmes, sachant qu'au-delà de 3, on ne sait plus trop ce qu'on fait, mais également à leurs horaires de prise propres, parce qu'il y a aussi des recommandations sur les comprimés eux-mêmes et leurs horaires de prise, et je suppose que les horaires de prise se multiplient et occupent pratiquement un patient de manière théorique toute la journée. Alors là, vous faites référence à un papier du JAMA de 2005 de Boyd qui avait réalisé un peu la même chose et qui s'était intéressé à une patiente de 79 ans avec, je ne saurais plus vous donner l'association de pathologie, et qui retrouvait qu'effectivement, elle devait prendre une quinzaine de comprimés, mais à 5 moments différents de la journée. Nous, on n'a pas regardé le moment de prise. Ce qui nous intéressait un petit peu, c'était l'estimation en temps. Donc, on n'a pas insisté trop sur les médicaments. Mais en ce qui concerne les interactions, on a bien fait attention de ne pas, selon les recommandations, quand il était indiqué, contre-indiqué les AINS pour telle pathologie, alors que c'était indiqué dans une autre pathologie, on adaptait, quoi. On a pris en compte les possibles interactions pour pouvoir déterminer ces 18 comprimés. On ne s'est pas intéressé spécifiquement aux interactions médicaments-médicaments ou médicaments-maladies. Ça, c'est pareil, c'est l'objet d'un autre papier de Tinetti en 2015 ou 2016, je pense, qui s'est intéressé pour le coup spécifiquement à l'ensemble des interactions qu'il pouvait y avoir dans les recommandations. Bien, merci à Céline qui...